Bonjour, je suis au pied de l'Atomium à Bruxelles pour vous présenter une compilation d'archives qui retrace l'exposition universelle de 1958 et on va retracer de la construction jusqu'à la fermeture. Alors peut-être que vous allez entendre des propos, des commentaires qui vont vous choquer, mais peu importe, c'est une photographie de l'époque, une façon de penser l'époque. Il ne faut pas le juger, mais simplement en tirer des conclusions. Je vous souhaite une excellente vision et si vous n'aimez pas, ne vous abonnez pas. Le roi vient présider au Heysel à la pose de la première pierre de l'exposition universelle de 1958. L'exposition, déclare le Premier ministre, sera un acte de foi des Belges dans les possibilités et les destinées de leur pays. Le baron Moons de Fernic, commissaire général, remet au souverain le parchemin qui sera scellé dans la pierre commémorative. L'énorme bloc est posé en présence du cardinal. Le roi cimente la pierre à l'aide d'une truelle d'argent. Au 125e anniversaire de son indépendance, la Belgique convie les nations du monde à une fraternelle confrontation des techniques au service de l'humanisme. L'ambassadeur du Canada, son Excellence Charles-Pierre Hébert, et le ministre des Affaires économiques Jean Rey solennisent la pose de la première pierre du pavillon canadien à l'exposition universelle par le commissaire général baron Moons de Fernic. La cérémonie marque la mise en chantier du premier des 50 palais nationaux qui seront érigés au Heysel. Et l'on salue avec une particulière sympathie le drapeau canadien. La Grande-Bretagne, par la voix de son ambassadeur à Bruxelles, fait acte de foi en la paix. Une pelle mécanique, mise en action à partir de Londres, inaugure les travaux de construction des pavillons britanniques à l'exposition universelle de 1958. Le Royaume-Uni compte y faire une démonstration de très large envergure. Sur les chantiers du Heysel, l'ambassadeur du RSS à Bruxelles, M. Avilov, procède, à l'aide d'une truelle, à la pose de la première pierre du pavillon des républiques soviétiques à l'exposition universelle de 1958. La participation russe prendra place parmi les toutes premières en importance dans le cadre de la grandiose confrontation mondiale qui se prépare. Dans l'entretemps, les voies d'accès à travers la capitale se transforment à un rythme accéléré. Il faut que tout soit terminé à temps et les responsables affirment qu'il en sera bien ainsi. Déjà, en certains endroits tels qu'aux abords du palais de justice, on peut voir prendre forme les fameux tunnels. Ici, la technique s'apparente vraiment à celle de l'industrie minière. La réussite de l'entreprise, qui présentait nombre d'aléas, fait grand honneur à la science de nos ingénieurs et à la maîtrise de notre main-d'œuvre. Le fameux goulot de l'avenue Louise ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Ces mêmes personnalités, accompagnées d'hôtesses du commissariat, visitent les chantiers sous la conduite du baron Moons de Fernic. La reconstitution des vieux quartiers de Bruxelles intéresse tout particulièrement nos visiteurs. L'Atomium, en pleine construction, a déjà son admirateur. À bord d'un hélicoptère, les commissaires généraux survolent les chantiers et ont ainsi une vue d'ensemble de l'avancement des travaux.
plein cœur de Bruxelles, M. Koremans, bourgmestre de la capitale, inaugure le premier parking géant construit spécialement en vue de l'exposition de 1958. Ce garage circulaire, établi sur l'emplacement de l'ancien palais d'été, peut absorber un roulement de 2 à 3 000 voitures par jour. On y trouve aussi des douches, des cabines téléphoniques, un coiffeur et un snack-bar. Les automobilistes bruxellois se frottent les mains, ils vont enfin oser descendre en ville. Si la circulation automobile est malgré tout trop difficile, l'hélicoptère apportera peut-être la solution au désengorgement. L'Alouette, de construction française, est un des premiers hélicoptères à réaction lancés sur le marché commercial. Au cours d'un vol de présentation, le voici au-dessus des chantiers en pleine activité de l'exposition universelle. Au cœur de Bruxelles, la place de Brouckère, livrée aux terrassiers pour la construction du pavillon d'accueil de l'Expo 58, révèle ses secrets. Ossements humains d'un ancien cimetière conventuel et fondation de l'église des Augustins. Désaffectée en 1893, sa façade fut alors reconstruite rue du Bailly, comme le savent tous les vieux bruxellois. Mais où en est l'exposition à 10 semaines de son ouverture? Si les chantiers sont inaccessibles au public, la visite d'artistes et metteurs en scène russes nous offre l'occasion d'en faire le tour. L'immense pavillon de l'URSS nous servira naturellement, comme à eux, de point de départ. L'atomium dresse à 103 mètres de haut ses sphères d'aluminium brillantées. Quelques 2000 tonnes sont mises en place par 140 hommes, dont quelques-uns seulement sont perceptibles dans l'énorme structure en voie d'achèvement. À vol d'oiseau, la Belgique 1900 donne déjà l'impression d'une cité achevée. De près, on découvre une véritable synthèse des plus beaux édifices bruxellois avant que l'architecture fonctionnelle n'imposât ses lignes strictes. Il fera bon revivre ici la belle époque. Le pavillon du Vatican est quasi terminé. Encore entouré de sa carcasse tubulaire, le pavillon français laisse pourtant deviner sa beauté future. Enfin, la passerelle aux étoiles, voie triomphale à travers une exposition qui s'apprête à tous les triomphes. Vienne a inventé la valse, les Écossais la Scottish. Les Belges se sentent lésés, mais tout est réparé puisque Bruxelles est le berceau du yop. C'est une danse qui a un lien de famille avec le cha-cha-cha, avec cette différence que de temps à autre et de préférence en mesure, les danseurs crient yop avec un geste de la main. La nouvelle danse ne vous paraîtra pas plus compliquée que cela quand vous l'aurez dansée une bonne douzaine de fois. Et si vous êtes encore réfractaire au bout de cette période, persévérez afin d'être bien rodé pour l'exposition 58. Un centre d'accueil pour Africains a été érigé à Tervuren dans le parc du musée colonial. Plusieurs pavillons, parmi lesquels un restaurant, vont héberger pendant la durée de l'exposition 58 les Congolais venus y prêter leur concours. Ils sont 340 hommes, femmes et enfants logés dans 40 maisons familiales. Au foyer social se donnent notamment des cours de couture. À l'école, sous la conduite du père franciscain Guido Hazen, les troubadours du roi Baudouin de Camina interprètent à 5 voix un chant de berger des Alpes, adapté en Kiswahili. Voici le Quick Done Expo 58 ou le prêt-à-porter en coiffure. Un maître belge crée un accessoire nouveau qui remet en état avec la plus grande facilité une coiffure fatiguée et défraîchie pour la transformer en coiffure de cocktail ou de soirée. Aucun rapport avec la perruque du bon roi Louis XIV qui devait masquer ses défaillances capillaires. Simple accessoire, il s'attache dans les cheveux, se mélange à eux, les recouvre légèrement, les gonfle, en un mot, les recoiffe.
Les plus jolis effets de teinte sont aussi permis. La brune peut s'offrir des reflets clairs, le blond vénitien des mèches plus blanches. L'accord de nuances claires et foncées donne des tons qui vibrent joliment à la lumière, et cela sans altérer un seul cheveu. La coiffure du soir est dans la ligne femme-fleur. Sur des cheveux assez courts, la transformation s'opère très rapidement en attachant l'accessoire et l'ornement bijou en même temps. Trois effets différents de la mode actuelle réalisés par Quickdone 58. Des notabilités nippones et belges accueillent devant le pavillon japonais le prince Takamatsu qui s'entretient avec le commissaire général de son pays. Le prince Albert, accompagné du baron Munz de Fernick, est reçu par le prince Takamatsu qui fait les honneurs du pavillon japonais. Celui-ci offre une vaste synthèse de la renaissance industrielle du Japon et met l'accent sur les valeurs culturelles nippones à travers les siècles et leur adaptation au monde actuel. La cuisine nationale est ouverte en l'honneur du prince Albert, à qui la princesse Takamatsu apprend la technique du maniement des baguettes traditionnelles. Notre prince apprécie les mets généreusement pimentés et se divertit franchement lors de cette initiation à la gastronomie japonaise. In de ontvangsthal begroeten de koning en de koninklijke familie de arbeiders, architecten en ingenieurs van alle landen die samengewerkt hebben aan de verwezenlijking van deze grootse onderneming. Voorstelling van de vlaggen der deelnemende landen, terwijl de koning met aan zijn linkerzijde de commissaris-generaal de lichtende fonteinen in werking stelt en de symbolische vlam ontsteekt. Op sommige ogenblikken dringt de al te enthousiaste menigte tot bij de wagen van de vorst. Bij de doortocht aan de koloniale afdeling geeft de Afrikaanse jeugd uiting aan haar geestdrift. Maar de officiële rondrit is reeds bijna ten einde. Langs het atomium begeeft de koning zich naar zijn paleis de Laken, gelegen vlakbij deze grote samenkomst der naties die verenigd zijn in éénzelfde betrachting naar menselijke samenwerking. 3 vliegtuigen tekenen in de lucht onze nationale kleuren. De tentoonstelling te Brussel is geopend. Reeds verdringt zich een menigte voorboodschap en de vredige vlucht der duiven hoop op wereldbroederschap zal de koning de algemene wereldtentoonstelling inhuldigen. Met de prins van Luik links van hem komt de vorst langs de koninklijke poort de tentoonstelling binnenrijden. De stoet gaat voorbij de paviljoenen van het Vaticaan, de Verenigde Staten en Rusland. Langsheen de prachtige loopbruglaan met grote sterren versierd begeven de koning en zijn gevolg zich naar het auditorium voor de openingsceremonie. De eer wordt bewezen aan de koning en de koninklijke familie. 2000 personen, die alle deelnemende landen en de nationale activiteiten vertegenwoordigen, gaan de plechtige openingsverklaring aanhoren. Immense espoir que je viens de vous exprimer, je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958. Ik verklaar de Wereldtentoonstelling te Brussel 1958 voor geopend. De toejuichingen onderlijnen het thema van deze tentoonstelling. België nodigt de volkeren uit het bilan op te maken van hun streven naar meer menselijkheid.
en is ervan overtuigd aldus getrouw te blijven aan zijn zending en een gelijklopende ontwikkeling van techniek en morele waarden in de hand te werken. Le soir venu, l'étoile 58 scintille de tous ses feux sous le regard de la colombe de la paix. Les fontaines lancent vers le ciel leurs jets multicolores. Tous les motifs décoratifs sont employés avec ingéniosité et une promenade nocturne se transforme rapidement en enchantement. Le monde de demain, brillant de tous ses électrons, semble veiller sur le monde d'hier. Évocation de temps à jamais révolu, Belgique joyeuse connaît le grand succès de foule. Vieux pignons et vieilles ruelles nous plongent dans la rêverie. Mais la rêverie fait bientôt place à la gaieté la plus débonnaire et la plus franche. Les estaminets refusent du monde. La bière est chantée et bue, bien sûr, et l'on dansera tard dans la nuit. Parmi les manifestations qui se succèdent sans arrêt, la visite du roi à la section du Congo et du Rwanda-Burundi est d'importance toute spéciale. Le souverain est accueilli au seuil du palais gouvernemental par le Premier ministre, le ministre des colonies et le commissaire général. Des Congolais saluent le roi et les personnalités qui vont passer 2 heures à parcourir le vaste complexe consacré à notre action civilisatrice en Afrique centrale. Au pavillon des missions, Monseigneur Bigirou Mwami et le souverain échangent leurs congratulations. Plus loin, les troubadours de Kamina chantent leur grand protecteur. Partout, le roi suscite un respect affectueux et montre la simplicité la plus spontanée. La France présente son pavillon, triomphe de la technique et de l'audace architecturale. Le commissaire général Pierre de Gaulle va faire les honneurs de cette synthèse au cœur de l'exposition universelle. Il y a tant de choses à découvrir qu'un bref reportage d'inauguration ne peut suffire à les passer en revue. Notons au passage l'aéronautique civile et militaire. Une impression d'ensemble de l'industrie lourde. Sans oublier l'artisanat suivant les bonnes traditions. En cette époque de motorisation, la France s'affirme grand producteur de pétrole et découvre de nouvelles sources d'énergie. Enfin, c'est sur un aperçu de l'élégance et de la mode que se conclura cette trop rapide visite inaugurale du pavillon français. Passons en Italie. Très discuté au-delà des Alpes, le pavillon italien ouvre ses portes gardées par 2 carabiniers d'apparat. Le commissaire général, Giuriatto, accueille le représentant du gouvernement italien et l'ambassadeur d'Italie. Les officiels se perdent bientôt dans la foule envahissante. Humanisme chrétien trouvant son expression artistique ou puissance industrielle en perpétuelle conquête, que choisir? Et les autorités se retrouvent sur la terrasse pour y goûter un peu du charme italien, évoqué à Bruxelles. De même que le rôle éminent de l'Italie dans la découverte du monde et des arts, toujours rénovés sous l'égide de la Louve romaine. En l'église du Christ glorieux, au pavillon du Saint-Siège, est célébré le premier mariage à la paroisse provisoire de l'Expo 58. Son éminence, le cardinal Léger, archevêque de Montréal, bénit le mariage de Georges Dastou, chef adjoint à l'information du Commissariat général du Canada, avec sa compatriote Guylaine Deschênes. À l'issue de la cérémonie religieuse, suivant la coutume canadienne, la mariée lance son bouquet. Celle qui a la chance de l'attraper se mariera dans l'année. Meilleurs vœux aux jeunes époux. À l'Expo, les journées se suivent. Voici celle du Grand-Duché de Luxembourg, journée véritablement nationale, puisqu'en présence du prince Albert, la grande-duchesse Charlotte et le prince Félix, son époux, vont inaugurer le pavillon. Visite où l'amitié semble avoir pris franchement le pas sur le protocole. Il est vrai que les grands-ducaux se sentent chez eux sur le sol de la voisine Belgique, où leur pays a réalisé un ensemble de salles présentant les réalisations les plus audacieuses de la vie moderne. La grande-duchesse et le prince, suivis de M. Bech et des personnalités, parcourent le pavillon, répondant aux ovations de la foule des grands-ducaux venus saluer leur souveraine.
Petit pays, le Luxembourg est présent magnifiquement à cette entreprise de coopération internationale qui s'appelle Exposition. Avec ses techniques, son art et aussi sa voix, une des plus populaires d'Europe. Autre journée nationale, celle de la Norvège. La princesse Astrid, sœur du prince héritier, vient solenniser les cérémonies. Entourée des personnalités qui l'ont accueillie, la princesse parcourt les diverses sections où la Norvège a tenu à concentrer, dans un cadre typique, les éléments fondamentaux de son existence. D'une terre ingrate, le peuple norvégien a su tirer le meilleur parti au prix d'un incessant labeur. Relié aux plus anciennes traditions, il n'en est pas moins ouvert aux formules les plus actuelles et trouve son essor sur toutes les routes maritimes du monde. Plusieurs pavillons de la section belge ont reçu la visite privée du roi. Au pavillon du pétrole, le souverain est accueilli par le président. Avec ses collaborateurs, il fournira les indications voulues sur l'importance du traitement du pétrole et les perspectives d'avenir de l'industrie pétrochimique dans notre pays. Le roi ne pouvait manquer de s'intéresser à cet aspect de la question. Accompagné du commissaire général Moens de Fernig et du baron de Calatet, président de la section belge, le roi se rend au pavillon de la métallurgie. La visite d'étude portera sur les diverses formes de notre industrie sidérurgique et celle des métaux non ferreux. Là aussi, le roi marque son souci des solutions d'avenir. Le pavillon des organismes d'études et de contrôle retient ensuite l'attention particulière du souverain qui sait l'importance de ces procédés dans la technologie moderne. Au pavillon de l'énergie électrique, le roi s'est attaché davantage, peut-être, aux applications sociales que permet l'usage plus étudié de l'électricité au foyer familial. Le souverain a ainsi voulu se rendre compte personnellement de nos réalisations en ces différents secteurs. Auditorium défileren de wagens en de vedetten. Zo Elisabeth Manet samen met Jean Marais. Barbara Lager, die geen roem nodig heeft om zeer elegant te zijn. Het publiek bewondert de neergedaalde sterren. Mitzi Gaynor doet haar intrede als bruisende champagne. Maar de menigte wacht vooral op de ster. Daar komt zij, Sophia Loren, de vedette van de film tijdens de openingsgala vertoond. Een weinig later zal ook de koning, vergezeld van minister Vermeilen, voorzitter van het festival, de voor de gelegenheid feestelijk verlichte zaal bereiken. Met ongeduld wacht het publiek der grote dagen op de toespraak die de competitie voor geopend zal verklaren. Tweede défilé der vedette, ditmaal op het podium. Zie hier Dominique Wilms. Zij wordt omringd door de Parijse fantaisisten Roger Pierre en Jean-Marc Thibault. De Russische vedette Nelly Mishkova. En tenslotte Sophia Loren in gezelschap van haar partner William Holden. Een sterrenvuurwerk voor de opening van een festival. Vrolijk België is in rep en roer. De sportwagen 1902 van burgemeester Jean-Marie doet een luidruchtige intrede met aan boord de mooie Sophia. Waar de vedette zich vertoont, stroomt het volk tezamen, zodat zij maar juist de tijd heeft om aan de micro toe te vertrouwen dat zij zich thuis voelt in dat vrolijke België. 8 999 987. 88. 9. L'œil électronique le cherchait parmi cette foule qui chemine sur le macadam de l'exposition dans une procession de semelles à la traîne. Serait-il américain ou allemand? Lécheur de crème glacée? Ou couple d'amoureux? À moins de le découvrir parmi ses collégiens ravis de brosser un coup. Imperturbable, le télésiège roulait sa chaîne de balancelle. Promeneur solitaire avec la seule compagnie d'une ombrelle. Transport individuel du petit visiteur. Transport en commun de l'instrument de service. Ouverture du plan 100 fois consultée. Et le papa fourbu dont le seul but est devenu la recherche de la sortie la plus proche. Mais que peut-on bien chercher au milieu de cette foule? Ah,
Le voilà, le 9 millionième visiteur, et pas de temps à perdre. Il n'a battu son second que d'une courte foulée. 9 millions, autant dire que la Belgique entière a fait son petit tour à l'expo. Ça va bien. Et les fontaines font éclater leur sourire en gouttelettes minuscules, tandis que l'atomium goguenard surveille discrètement le monde étalé à ses pieds. Venant du palais de Laken, la reine est saluée devant le pavillon hollandais par des dames de son pays. Le prince Albert de Liège représente notre famille royale. Les petits Hollandais de Belgique acclament leur souveraine et les parents rivalisent d'enthousiasme. La reine, sous la conduite du commissaire général des Pays-Bas et entourée de nombreuses personnalités du Benelux, franchit la digue typiquement hollandaise. En toute simplicité, la souveraine allait marquer son intérêt pour telle ou telle particularité de la contribution néerlandaise à un monde plus fraternel. Cette chèvre serait-elle seule à ne pas s'enorgueillir d'une caresse royale? Het paviljoen van Monaco krijgt het bezoek van zijn vorsten. Prinses Grace en prins Rainier hebben de grillen van ons veranderlijk klimaat moeten doorstaan. Maar de hartelijke toejuichingen hebben hen de regen vlug doen vergeten. Grace van Monaco en prins Rainier verwelkomen de prins van Luik. Deze toont vooral belangstelling voor de archieven van het bijna 1000 jaar oude huis van Grimaldi en voor zijn huidige bloei. Enkele snapshots van het prinselijk bezoek aan de tentoonstelling. Ontvangst in het Brits paviljoen. Ook de Zwitserse koks leggen de gebeurtenis vast op de gevoelige plaat. De bezoekers zijn de gasten van de commissaris-generaal van het Commonwealth. Journées américaines à l'exposition. Eisenhower avait délégué pour le représenter l'ancien président Hoover, dont les Belges n'ont pas oublié tout le bien qu'il fit à notre pays dès la Première Guerre mondiale. Le président Hoover a fait une longue visite au pavillon américain. En contrepartie à certaines critiques, il devait déclarer que de toutes les expositions auxquelles les États-Unis ont participé, c'est à Bruxelles qu'ils sont le mieux et le plus dignement représentés. De l'exposition elle-même, Herbert Hoover a dit qu'elle est une chose unique dans l'histoire du monde. L'envoyé spécial du président Eisenhower a été l'objet de maints témoignages de respectueuse sympathie. Et au terme de sa visite, Herbert Hoover s'est dit très heureux de pouvoir rendre hommage à l'exposition et au peuple belge pour l'admirable travail qu'il a accompli. La Belgique est fière de ce compliment d'un de ses plus fidèles amis. Foule des grands jours dans l'enceinte de l'exposition au moment où arrive le cortège officiel, une foule que l'on a du mal à contenir. Accompagné du prince Albert et du commissaire général Pierre de Gaulle, le président pénètre dans le pavillon français, qu'il va parcourir pendant plus d'une heure, s'arrêtant aux représentations les plus marquantes des réalisations de son pays. Le cortège continue sa marche sinueuse à travers les 3 étages de l'immense vaisseau de verre et d'acier. Par le grand escalier de fer et de mousse, le président de la République et le prince de Liège regagnent le rez-de-chaussée, où ils s'attardent quelques instants devant un tisseur à l'ouvrage. Même enthousiasme à la sortie du pavillon. Au cri de « Vive la France, vive Coty !», le cortège se dirige vers le pavillon voisin, érigé par la ville de Paris. Visite beaucoup plus rapide où le président trouvera sur son passage 80 enfants choisis parmi les meilleurs élèves des écoles de la capitale française. Journée flamande à l'exposition. Musiciens, chanteurs et danseurs de tous les coins de Flandre, d'Anvers et du Limbourg se retrouvent sur la grande esplanade pavoisée du Lion Noir sur fond jaune. Folklore et tradition revivent en cette journée de fête populaire à laquelle le soleil s'est associé. Caractéristique de ces manifestations, le jeu des drapeaux
est exécuté par les groupements de jeunesse devant les personnalités qui, le matin même, avaient tenu une séance académique. Devant le pavillon britannique, le prince Philippe descend de voiture, suivi par le prince Albert. Sous la conduite du commissaire général britannique, ils vont parcourir ensemble la section consacrée au faste de l'Empire et du Commonwealth. Fière de son passé, la Grande-Bretagne n'en est pas moins ouverte à toutes les formes les plus actuelles. Et elle s'est également rénové ses métiers traditionnels. Le prince Philippe s'entretient familièrement avec des membres de la British Legion avant de visiter l'imposant pavillon des industries britanniques, synthèse de tout ce que la Grande-Bretagne d'aujourd'hui apporte au monde dans le domaine de la technique la plus avancée. Retour à l'exposition, le roi et le prince Philippe viennent assister à la grande parade nocturne que sur l'esplanade et devant un public innombrable vont donner les Scots Guards, le fameux régiment qui se distingua en maintes batailles. Mais ce soir, c'est la prestance et le pittoresque de la musique écossaise qui séduiront surtout. Digne apothéose des journées britanniques où l'Écosse a rendu hommage au prince Philippe, duc d'Édimbourg. À l'exposition, l'Atomium a pavoisé en l'honneur de la grandiose fête folklorique qui se déroule à ses pieds. Débauche de rythme et d'enthousiasme comme jamais la foule bruxelloise n'en avait connu de pareil. Folklore de Flandre et de Wallonie s'étaient donné rendez-vous sur l'esplanade. Prestigieux et dignes, dans leurs uniformes de l'Empire, les célèbres marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse allaient retrouver les porteurs de drapeaux des Gilles de Flamande. Le Hopsassa de Villevorde et ses bons de Pantin désarticulés accompagnent les géants de Rhodes-Saint-Genèse placides à souhait. Fosse a envoyé ses chinelles qui exécutent devant la foule médusée les éternelles cabrioles. Mais voilà les blancs moussis de Stavelot qui provoquent une drache nationale de confettis. Et histoire de ne pas manquer à la tradition du 21 juillet, ils font mieux avec un canon garanti d'origine et spécialisé dans le tir pacifique des bouts de papier multicolores. Dans ce gigantesque carnaval d'été, les Montcrabeaux de Namur apportent leur tribut de flonflon tandis que les Haguettes de Malmedy exigent le pardon à genoux des jeunes hommes. Spectacle et spectateurs sont mêlés sur l'esplanade au moment où les Gilles, les vrais Gilles de Binge, forment à grand-peine leur rondeau au son des tambours qui rythment le battement des sabots. Le carnaval envahit l'exposition et Belgique joyeuse où les Gilles continuent à marteler des pavés pareils à ceux de leur bonne ville. À l'une des fenêtres de la place du marché, le roi et la famille royale, qui ont fait leur joyeuse entrée au village de la bière, des frites et du boudin, répondent à l'enthousiasme délirant de la foule qui danse, le même pas légendaire. Mais la nuit venue, les pétards d'un feu d'artifice exceptionnel éclatent dans le ciel, tressant une couronne de lumière au-dessus d'une foule heureuse. L'État d'Israël a 10 ans. Le président et Madame Ben-Zvi ont tenu à visiter le pavillon de leur pays. Entourés des notabilités belges et israéliennes, ils vont longuement s'intéresser à la synthèse des principales réalisations du jeune État, dont le patrimoine plusieurs fois millénaire est remis en valeur. La courageuse adaptation aux formes de la société moderne garde cependant le respect de la nature et de la tradition. Le président Ben-Zvi, qui fut un pionnier du sionisme et du mouvement du travail palestinien, a été aussi l'un des principaux artisans de la présentation d'Israël à l'exposition. Au milieu des acclamations de la communauté juive de Belgique, des fleurs sont gracieusement offertes à Madame Ben-Zvi. Le pavillon de la République fédérale allemande a reçu la visite officieuse du président Heuss. Accompagné du représentant du roi et des notabilités belgo-allemandes, le président s'arrête pensivement devant la carte de l'Allemagne divisée. Après s'être documenté dans le détail au cours de cette première visite, le président Heuss allait recevoir le prince Albert et lui présenter personnellement certains aspects caractéristiques de la participation allemande à l'exposition.
Saint-Marin, la plus ancienne république et le plus petit État indépendant d'Europe, célèbre sa journée nationale à l'Expo 58. Pour la première fois, les deux capitaines régents ont quitté leur pays pour visiter le pavillon de Saint-Marin. Encore qu'ils n'aient pas revêtu les toges pittoresques de leurs fonctions officielles, les capitaines régents ont reçu en Belgique un accueil très sympathique, d'autant plus que l'un d'eux, Stalio Montironi, devait dévoiler une plaque à la mémoire d'un de ses parents qui fut capitaine de l'État souverain du Congo et lutta aux côtés de nos pionniers lors des campagnes anti-esclavagistes. Couleurs d'Espagne au grand mât de l'exposition. C'est au pavillon du Saint-Siège que débutent les journées espagnoles. Une messe solennelle est célébrée avec l'assistance pontificale du cardinal Prima d'Espagne. Parmi les fidèles de marque, le ministre Carrero Blanco, secrétaire à la présidence du Conseil. Les gardes municipaux de Barcelone rendent les honneurs, tandis que les vignerons de la même contrée échafaudent une pyramide humaine dans le plus pur style des Hickets. Et la formation se dissout avec la même souplesse. Le pavillon de l'Espagne reçoit la visite des notabilités, dont 3 ministres espagnols et le comte Casa Miranda, ambassadeur d'Espagne à Bruxelles, guidé par le commissaire général Miguel García Sáez. Gardant la fierté de ses métiers ancestraux, l'Espagne met également en valeur ses apports plus récents à notre monde. Et c'est ainsi, par exemple, que l'autogire de la Cierva fait figure de précurseur des hélicoptères d'aujourd'hui. Plus traditionnel, voici l'Espagne des corridas, des arènes sanglantes, des jeux de courage et de la mort, de l'art suprême de la tauromachie. Relique d'une de ses plus grandes vedettes contemporaines, l'habit de lumière du prestigieux et regretté Manolete. Contraste, Saint-Jacques de Compostelle par Salvador Dali. La Belgique reçoit la première visite en Occident du président de l'URSS. Le roi s'est rendu à l'aéroport national avec 2 ministres. L'ambassadeur Avilov conduisait la délégation russe d'accueil. Le Tupolev, amenant le président du Présidium du Soviet suprême, est à l'heure. Le maréchal Voroshilov descend de la coupée et serre cordialement la main du souverain. Après la présentation des personnalités belges et soviétiques, une fillette et un garçonnet de la colonie russe de Belgique présentent un bouquet de roses rouges respectivement au roi et au maréchal. La garde des carabiniers rend les honneurs. Le maréchal, en compagnie du roi, passe devant le front des troupes et s'incline devant le drapeau. Les couleurs soviétiques flottent au mât d'honneur. Au pavillon de l'URSS, le maréchal a accueilli le prince Albert. En sa compagnie, il s'arrêtera longuement aux principaux centres d'intérêt. Dans la suite du maréchal, Madame Kovridina, ministre de la Santé publique. Les Spoutniks retiennent particulièrement l'attention des visiteurs, ainsi que le vaste ensemble réservé à l'industrie lourde, aux machines-outils et à la construction automobile. Des maquettes des principaux stades sportifs du RSS sont admirées à la section des loisirs. Le maréchal témoigne partout d'une inlassable curiosité en cette visite de l'immense pavillon soviétique placé sous le signe de Lénine et des conquêtes intersidérales. Au détour d'une avenue de l'exposition, nous avons surpris monsieur et madame Georges Graven. Vous ne connaissez pas? Mais oui, Françoise Arnoul, toute menue, toute charmante, qui fait avec son mari un petit tour de Bruxelles 58. Et c'est le bon moyen de voir ce que l'on veut et d'où l'on veut. Et de s'offrir aussi une fantaisie qui ne soit pas officielle, le cyclopousse. Mais ce n'est pas une raison pour reculer devant l'accueil traditionnel de Belgique joyeuse. En contraste, visite presque officielle de Fernandel au pavillon français. C'est en compagnie de personnalités et sous la protection souriante d'un agent de police que le célèbre comédien de la scène et de l'écran parcourt les multiples stands qui composent la représentation de la France à l'exposition. Visite annoncée qui a provoqué l'arrivée immédiate d'admirateurs et d'admiratrices et aussi le sourire légendaire de Fernandel.
Petite incursion à Belgique joyeuse qui fête le houblon en fanfare et cortège. Plusieurs groupes folkloriques venus de Poperingue et environ parcourent les ruelles de la commune libre de l'Exposition. Les Hopebellen évoquent par le costume et le geste la culture du houblon, son emploi, la lutte pour son amélioration. Bien entendu, les fanfares y ajoutent leur flonflon. Il appartenait bien sûr au bourgmestre Jean-Marie de couronner la reine du houblon avec effusion et de prouver que le houblon garde ses vertus, surtout dans ses conséquences liquides. C'est par l'atomium que la famille royale de Grèce en voyage privé a entamé une longue visite de l'exposition. Le roi Paul et la reine Frédérica sont accompagnés de leurs enfants, les princesses Sophie et Irène, et le diadoque Constantin, héritier présomptif. Au pavillon de la communauté européenne Charbon-Acier, la reine Frédérica fait preuve de la plus charmante simplicité quand une toute petite fille de mineur, plutôt intimidée, lui offre des fleurs et reçoit un baiser. L'ambiance charbonnage du pavillon CK et les informations des hôtesses ont-elles influencé les souverains grecs? Toujours est-il qu'ils ont exprimé le désir, sitôt réalisé, de visiter un vrai charbonnage belge où travaillent des mineurs grecs. C'est à Farciennes qu'ils se sont rendus. Les gosses de mineurs les acclament et, marquant leur intérêt pour les conditions techniques et sociales du travail dans nos mines, les souverains sont bientôt applaudis par les mineurs grecs. Et la reine Frédérica montre une fois de plus sa cordialité à leur égard et son don de gentillesse personnelle. Au palais royal de Bruxelles, le chancelier Adenauer a été reçu par le roi. Visite historique en la personne du représentant de l'Allemagne occidentale, dont on sait qu'il fut opposé dès le début au régime nazi, persécuté par lui, et que, redevenu après la libération bourgmestre de Cologne, il sut reconstruire l'Allemagne sur des bases démocratiques. Le bref passage en Belgique du chancelier Adenauer avait pour but l'exposition. Ce sera évidemment par le pavillon de l'Allemagne que débutera sa visite. Accueilli par le commissaire général Venholt, le chancelier est acclamé par la foule. Pendant plus d'une heure, Adenauer a parcouru les différentes sections. Il ne cessa de montrer un intérêt toujours en éveil, multipliant les questions. Le chancelier ne ménagea pas ses éloges. Cependant, il n'hésita pas à déclarer que malgré ses qualités, la participation allemande ne reflétait pas suffisamment, à son avis, la transformation spirituelle de l'Allemagne nouvelle et son apport démocratique à la grande alliance des peuples libres. Voisin et sans façon, c'est par le Mexique à l'Expo que le roi poursuit son tour du monde plus ou moins incognito. Avec une cordialité très latine-américaine, le commissaire général Urrutia fait au souverain les honneurs du pavillon. Le roi, très souriant, aura, comme chacun de nous, une vue panoramique de ce pays si éloigné dans l'espace et si proche de nous. Revenant aux sources de l'Amérique latine, le roi se retrouve tout naturellement en Espagne. Le pavillon a enrichi ses collections. Parmi les nouvelles acquisitions, le roi s'intéresse à l'édition Princeps des aventures de Don Quichotte. L'exposition fermera bientôt et notre roi, comme chaque citoyen, veut en tirer le maximum de connaissances. C'est au pavillon de France que nos caméras ont surpris l'ex-impératrice Soraya, devant les peintures de l'école française contemporaine. On sait que le plus strict incognito entourait le séjour en Belgique de Soraya. Accompagnée de sa mère et de son frère, l'ex-impératrice d'Iran a consacré plusieurs journées à visiter l'exposition, sans que ses déplacements soient signalés à la presse. Ce fut donc par bonne fortune que nous avons pu la filmer. L'ex-impératrice y est d'ailleurs prêtée avec gentillesse. L'attention qu'elle portait à la participation française ne se démentit pas un instant dans les diverses sections. Et lorsque Soraya quitta le pavillon français, la foule compacte lui fit une haie des plus sympathiques.
Les tornades et ouragans ne sont plus le privilège de l'étranger. Notre petit pays peut désormais étaler au grand jour ses ruines toutes fraîches. Le cyclone du 19 octobre est passé là, c'est-à-dire au Ezel. 41 millions de personnes en ont le cœur fendu. Ici fut l'Expo 58 de glorieuses et joyeuses mémoires. Seuls des fantômes d'idylle et de partis bachiques hantent encore ces lieux, hier de franche liesse. On n'y collectionne plus que les tuiles. 9000 ouvriers sont au travail, mais on en voit peu tant est vaste le champ des démolitions. Les saucisses chaudes ont eu le temps de refroidir auprès des masques déjetés, ironisant sur la baisse des prix dans les restaurants qui survivent, sur les pavillons à vendre au rabais et sur les caisses vides. Reste l'interdiction de pique-niquer au bar américain, les feuilles mortes qu'il faudra ramasser à la pelle. Le secteur international demeure jusqu'à présent le moins touché. Les deux grands se font toujours face, tandis que plus loin, la colombe de la paix se démantèle derrière les fontaines qui se sont tues. L'Expo 58 a vécu, mais en témoignage de sa splendeur, survivra du moins ce qui en fut le symbole, l'incomparable atomium. Et oui, un an déjà, l'exposition universelle et internationale de Bruxelles 58 ouvrait ses portes en grand apparat. Remontant la passerelle avec nos souvenirs d'alors, nous n'y retrouvons aujourd'hui que la mélancolie de ce qui fut si beau, si grand. Au lieu des saluts militaires à la famille royale, devant l'auditorium, il n'y a plus que le raclement de pelle d'un terrassier solitaire. Faire hôtesse de tant de nations, souverain déclenchant les jeux de l'eau et de la lumière, cortège inaugural, escorte royale en grande tenue, sonnerie et fanfare, tout cela, c'était hier. Les musiques se sont tues, les fontaines se sont taries, les grands palais n'ont plus leurs colombes lumineuses. Sous l'atomium tout neuf, c'était la grande parade il y a un an. Il reste malgré tout le symbole de l'Expo 58, le gage d'un monde meilleur. La promesse des eaux vives lançant vers le ciel leur hymne à la joie, nous pourrions la mettre en doute aujourd'hui, si nous ne savions qu'elles rejailliront un jour. De la pacifique compétition des peuples, il ne subsiste apparemment que ferraille. En réalité, 50 millions d'hommes gardent au cœur le message de l'Expo 58. Si le contraste d'aujourd'hui incite au regret de ce qui l'an dernier faisait la fierté du pays, au passé d'hier vient se greffer déjà non loin d'ici de nouveaux espoirs.